En 2024, il y a eu ce film Bob Marley, One Love. Ça a été un véritable carton partout dans le monde. On nous a raconté une belle histoire d'amour, de paix, mais presque en même temps, des récits ont commencé à émerger en ligne. On parlait d'une vérité choquante sur Rita Marley, la veuve de Bob, qui briserait son silence à 79 ans. Alors la question, elle est simple, hein. Qui est vraiment Rita Marley derrière cette image d'épouse dévouée ? Et pour essayer de comprendre ça, on a un ensemble de documents assez fascinants. D'un côté, on a tout ce qui est officiel, la version lisse, les critiques de films super élogieuses, les communiqués de presse de la famille Marley, les articles qui célèbrent son héritage. Et de l'autre, on a des choses beaucoup moins reluisantes, des dossiers judiciaires des années 90, des analyses académiques assez critiques et même des enquêtes virales sur YouTube qui peignent un portrait, disons, plus complexe. D'accord, donc la version officielle face à la version officieuse, en quelque sorte. Notre but aujourd'hui, c'est justement de démêler un peu tout ça. On va voir comment la légende de Bob et Rita s'est construite, on va aussi regarder ce qui se cachait vraiment derrière leur mariage, et puis on va plonger dans une bataille juridique assez féroce pour le contrôle d'un héritage qui se compte en millions de dollars. C'est une vraie plongée dans la fabrique d'un mythe et dans la réalité souvent douloureuse qui se cache derrière. Alors, commençons par le début. L'image publique. Et cette image aujourd'hui, elle est en grande partie façonnée par le film One Love. On nous le vend comme une vision authentique de la Jamaïque, loin des clichés, qui met en avant le rastafarisme et surtout le personnage de Rita. L'actrice Lashana Lynch est d'ailleurs acclamée pour son rôle. Elle en fait une femme forte, une stratège. Oui, elle est présentée comme essentielle au succès de Bob. Mais il y a un détail qui change tout. Un détail crucial. C'est que Rita Marley et ses enfants Ziggy et Cedella sont producteurs du film. Ah oui! Et ça veut dire qu'ils ont le contrôle total sur le récit. Ce n'est pas juste une histoire sur eux, c'est leur version de l'histoire. Ce qui change complètement la donne. Ce n'est plus un biopic, c'est presque une autobiographie autorisée. Et forcément, ça a ouvert la porte à pas mal de critiques. Tout à fait. Des publications comme Jacobin, par exemple, n'y vont pas par quatre chemins. Ils qualifient le film de « feel-good fake », une contrefaçon qui fait du bien, quoi. Et le reproche principal, c'est que le film dépolitise complètement Bob Marley. Il le montre comme une espèce de figure de paix universelle qui flotte un peu au-dessus des conflits. Sauf que la Jamaïque des années 70, c'était tout sauf pacifique. C'était une poudrière, c'est ça. C'était au bord de la guerre civile. Ah oui. Qu'est-ce qui se passait concrètement ? Il faut imaginer une lutte politique ultra-violente entre le PNP de Michael Manley, qui était un socialiste démocrate proche de Cuba, et le JLP d'Edward Seaga, un conservateur pro-américain. Et les deux partis avaient des gangs armés qui s'affrontaient dans les rues de Kingston. C'était un contexte de violence extrême. Et la tentative d'assassinat contre Marley s'inscrit là-dedans ? Exactement. Et le film, lui, survole un peu tout ça pour se concentrer sur l'histoire d'amour. D'accord. Et cette frustration, on la retrouve aussi chez les fans ? Énormément. Sur des plateformes comme Reddit, ça discute sec. Beaucoup disent que le film est en fait un biopic sur Rita Marley, qu'il réécrit certains faits pour la mettre au centre. Comme quoi, par exemple ? L'exemple qui revient tout le temps, c'est cette idée que le film suggère qu'elle aurait initié Bob au rastafarisme. Or, beaucoup de documentaires et de biographies disent que c'est bien plus complexe que ça. On voit bien comment le contrôle de la production permet de polir un peu la légende familiale. D'accord, donc ça c'est pour l'image officielle, celle que la famille contrôle. Mais quand on se penche sur les documents qui parlent de leur mariage, on a l'impression d'entrer dans un tout autre univers. C'est le moins qu'on puisse dire. On est très très loin de l'idylle de One Love. L'infidélité de Bob Marley, ce n'était pas occasionnel. C'était un système, une philosophie de vie. Toutes les sources sont unanimes là-dessus. Il a eu au moins 11 enfants reconnus. 11 enfants ? Oui, avec 7 ou 8 femmes différentes. C'est presque industriel. Comment est-ce qu'il justifiait ça ? Il y avait toute une justification spirituelle derrière. Pour lui, les enfants étaient des dons divins. Il expliquait à Rita que chaque femme avait un but à accomplir dans sa mission sur Terre. Ce n'était pas présenté comme une simple tromperie, mais comme une partie de son destin, ce qui pour Rita devait être incroyablement difficile à gérer. J'imagine. Il y a un exemple dans les sources qui est juste hallucinant. En mai 1972, il a 2 fils, Robert et Rohan, avec 2 femmes différentes, à seulement 3 jours d'intervalle. C'est ça. Et ça, moins d'1 mois après la naissance de son fils Steven, qu'il a eu avec Rita. Le rythme est fou. Comment on gère ça en tant qu'épouse? C'est impossible. C'est exactement la question. Et elle a été forcée de se réinventer. Dans ses propres mémoires,
No Women, No Cry, elle explique qu'elle a dû arrêter de se voir comme une épouse au sens classique. Elle dit s'être redéfinie comme une sœur, une mère et un ange gardien pour Bob. Elle ne gérait plus son foyer, mais un véritable écosystème qui incluait les enfants de ses maîtresses. Ce qui est terrible, c'est que cette souffrance n'était même pas privée, c'était public. On parle beaucoup de son rôle dans les I-Threes, les choristes et de Bob. Ça veut dire qu'elle était sur scène, en train de chanter des chansons d'amour que Bob avait écrites, pour d'autres femmes. Exactement. C'est peut-être le côté le plus cruel de l'histoire. Elle devait chanter les harmonies sublimes sur des chansons d'amour inspirées par ses rivales, comme la très célèbre Cindy Breakspear qui a été Miss Monde. Sa propre voix, son propre talent, était un instrument pour célébrer sa propre humiliation. C'est terrible. C'est une abnégation difficile à imaginer, mais les sources vont encore plus loin. On ne parle pas seulement d'infidélité, mais aussi d'accusations d'abus. Oui, là on change de registre. Plusieurs sources, dont les mémoires de Rita, mais aussi le témoignage de leur ancien manager Don Taylor, parlent d'abus physiques et verbaux. On n'est plus dans la complexité d'un mariage non conventionnel. On entre dans le domaine de la violence domestique. Le film montre une scène de dispute où elle le gifle. Oui, ce que certains ont vu comme une tentative de rééquilibrer un peu les choses. Mais les récits écrits décrivent une dynamique de pouvoir beaucoup plus déséquilibrée. Et puis il y a ce détail, le plus troublant, qui vient de Rita elle-même, dans son livre. Elle y affirme que Bob l'a un jour forcé à avoir un rapport sexuel. Une agression qui, selon elle, a mené à la naissance de leur fille Stéphanie en 1974. Attends, il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Si cette accusation est vraie, ça pulvérise complètement l'image de l'icône. C'est un moment de bascule. Et cette révélation, elle est au cœur de la redécouverte de l'histoire de Rita Marley aujourd'hui. Pendant des décennies, le récit officiel a effacé sa souffrance. Le fait qu'elle ait pu mettre des mots là-dessus, c'est une façon de reprendre le contrôle de son histoire. Ça explique pourquoi on parle d'elle comme d'une femme qui brise le silence. Oublie, c'est un choix. Dans sa vision Rastafari, la mort n'est pas une fin. Rédiger un testament, c'est accepter sa propre mortalité, ce qu'il le refusait. Spirituellement, ça se tient. Mais juridiquement, c'est un cauchemar absolu. Du coup, que se passe-t-il? Son patrimoine, estimé à 30 millions de dollars à l'époque, tombe dans le vide. Pas tout à fait. Il tombe sous le coup de la loi jamaïcaine sur les successions. Et la loi, elle est très claire. 10% de la fortune pour la veuve, Rita. Elle obtient aussi une jouissance viagère jusqu'à sa mort, sur 45% supplémentaires. Et le reste doit être partagé entre les 11 enfants. C'est un cadre très strict. Un cadre qui, visiblement, n'a pas plu à tout le monde. C'est là qu'on entre dans un vrai thriller financier, si je comprends bien les documents de l'affaire Bingham contre Rita Marley. C'est exactement ça. On quitte le drame personnel pour entrer dans le scandale de fraude. Les documents de la Cour sont implacables. Ils décrivent une machination montée entre 1981 et 1986 par Rita et les conseillers de Bob. L'objectif était simple, détourner des millions de dollars qui auraient dû revenir aux enfants. Comment ils ont fait concrètement? Le montage était à la fois simple et très audacieux. Ils ont falsifié la signature de Bob Marley sur toute une série de documents. Des faux? Des faux, qu'ils ont ensuite antidatés pour faire croire qu'ils avaient été signés avant sa mort. Et ces faux documents transféraient la propriété des sociétés offshore de Bob et tous ses droits d'auteur, directement à Rita. Et ça a marché? Pendant 5 ans, oui. Des millions de dollars de royalties, au lieu d'aller à la succession, ont été siphonnés vers ces sociétés écrans, puis vers les comptes de Rita et de ses conseillers. Jusqu'à ce que le pot rose soit découvert, j'imagine. Et les conséquences? Un procès retentissant. L'avocat et le comptable ont été reconnus coupables de fraude et de racket. Et pas n'importe comment. En vertu de la loi américaine RICO. La loi anti-mafia. La loi anti-mafia, exactement. C'est dire la gravité des faits. Et Rita, dans tout ça? Face aux preuves, elle a fini par avouer avoir participé. La sanction a été immédiate, elle a été démise de ses fonctions d'administratrice de la succession. C'est une chute spectaculaire. Donc c'est une fraudeuse, c'est la conclusion. Légalement, oui, les faits sont là, ils sont établis. Mais si on prend un peu de recul, certaines analyses proposent une lecture plus nuancée. Elles suggèrent que ces actions, bien qu'illégales, c'était peut-être une tentative désespérée de protéger l'héritage familial. C'est-à-dire? Elle a pu avoir peur que des administrateurs externes ne pilent la fortune et que les enfants se retrouvent sans rien. C'était peut-être sa façon de garder le contrôle, de protéger le clan. Ça n'excuse rien, bien sûr, mais ça complexifie le personnage. Ce qui est fou, c'est son parcours après. Passer de ça à la figure qu'elle est aujourd'hui.
Elle est maintenant la présidente du Bob Marley Group of Companies. Oui, elle est à la tête d'un empire, le studio Tuff Gong, le musée Bob Marley. Elle est passée du statut de paria à celui de gardienne de la flamme. Et sa fondation, la Rita Marley Foundation, est hyper active en Jamaïque et au Ghana. Elle finance des écoles, des programmes contre la pauvreté. C'est une philanthrope reconnue. On le voit avec ses anniversaires, qui sont de vrais événements. Love IA 78, Rhythms of Rita, ce sont des célébrations publiques avec des concerts, des levées de fonds. Et cette image de matriarche puissante, elle s'ancre dans une résilience hors du commun. Il ne faut pas oublier qu'elle a survécu à la tentative d'assassinat en prenant une balle dans la tête. Et elle est remontée sur scène 2 jours plus tard. Un courage presque inimaginable. Une force qui a été mise à rude épreuve plus récemment. En 2016, elle a eu un AVC assez grave. Oui, ça a beaucoup affecté sa parole et sa mobilité. Ses apparitions sont devenues très rares. Ce qui rend ce récit du bris du silence en 2024 encore plus puissant, finalement. C'est ça. C'est dans ce contexte de fragilité qu'elle, ou son entourage, semble vouloir reprendre le contrôle total de son histoire. Après, l'épouse silencieuse, puis l'administratrice controversée, voici le dernier acte, la matriarche qui dit sa vérité. Mais comment est-ce qu'on réconcilie cette image de matriarche philanthrope avec le scandale de la fraude? C'est toute l'ambiguïté du personnage. C'est probablement un peu des deux. On ne peut pas nier le travail de sa fondation, il est réel, mais en même temps, cette activité sert aussi à construire une image publique irréprochable qui fait oublier les années 80. Ce que les sources récentes soulignent, c'est que pendant 40 ans, la légende de Bob s'est construite sur un récit qui, je cite, a effacé sa souffrance. Aujourd'hui, on nous présente une femme avec ses propres besoins, émotions et désirs. C'est la réémergence d'une personne, mais une personne dont l'histoire est aussi un atout majeur pour la marque Marley. Au final, ce que tous ces documents nous montrent, c'est que l'histoire de Bob et Rita, ce n'est pas une simple chanson de rédemption. C'est un récit incroyablement complexe où se mêlent la foi, un amour indéniable, mais aussi des abus, des trahisons et une lutte de pouvoir sans merci pour un empire. Rita Marley apparaît vraiment comme une figure aux multiples facettes. À la fois une victime qui a enduré l'impensable et une stratège prête à tout pour préserver ce qu'elle estimait être son dû. Et alors, que la famille Marley continue de sculpter très activement son image, avec des films, des festivals, une question un peu provocante se pose. Comment faire la part des choses entre la réappropriation légitime d'une histoire personnelle, celle de Rita, et la gestion marketing d'une marque qui pèse des centaines de millions de dollars ? Qu'est-ce qu'il reste de la vérité quand la mémoire d'un prophète de la paix est aussi une entreprise familiale extrêmement lucrative ? C'est une question à garder en tête la prochaine fois qu'on écoutera One Love.